Le 17 août 2012, devant le palais de justice de Moscou, c'est l'émeute. La police tente de contenir des centaines de moscovites avec des barrières, des matraques et des gaz lacrymogènes. La foule exige la libération de 3 femmes qui attendent d'être fixées sur leur sort. On les a placées dans un box en verre. Le moindre de leurs déplacements se fait menottes au poing. Des chiens policiers aboient, c'est la pagaille, à l'intérieur comme à l'extérieur. Garry Kasparov, venu soutenir les accusés, sera embarqué manu militaire. Au terme d'une lecture de 3 heures, le verdict tombe. Les 3 jeunes femmes sont condamnées du chef de hooliganisme motivé par la haine religieuse. Hooliganisme motivé par la haine religieuse. Elles auraient cruellement miné l'ordre social, gravement violé l'ordre public et offensé les croyants orthodoxes. Verdict: considérant la nature et le degré du danger posé par ce qui a été fait, la correction des accusés n'est possible que par une peine effective. 2 ans de privation de liberté dans une colonie pénitentiaire. L'une des condamnées sera envoyée à la colonie pénitentiaire IK-14 en Mordovie, à 450 km à l'est de Moscou, dans une province marécageuse infestée de moustiques sur la Volga. IK-14, le camp de l'enfer, un des camps de travail parmi les plus durs que la Russie connaisse, situé dans une région qui abritait autrefois de sinistres camps du Goulag. L'autre condamnée sera quant à elle envoyée à la colonie pénitentiaire IK-32, dans la région de Perm, à 1400 km de la capitale. La 3e condamnée aura la même peine, mais assortie en degré d'appel d'un sursis, en raison de son moindre degré de participation au fait. 2 ans de colonie pénitentiaire. Une journée en enfer pendant 2 ans. Et quelle journée? Réveil à 5h15. 1 heure d'exercice physique obligatoire. 8 heures de travaux forcés. Ensuite, lecture de la presse officielle à haute voix par une gardienne. Puis, du temps dit libre, mais sans liberté aucune. C'est un exil forcé, dans un univers violent et humiliant, entouré de palissades, de barbelés et de miracles. Madame le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, un vent venu de l'Est porte à nos oreilles cette lancinante question. Mais qu'avons-nous fait pour mériter cela? Nadejda Tolokonikova, Nadia, elle a 23 ans. Elle est étudiante en philosophie, artiste et activiste politique. Elle est mère d'une petite fille. Maria Aliokina Masha, elle a 24 ans. Elle est étudiante en journalisme, artiste et militante écologiste. Elle est mère d'un petit garçon. Elles font toutes 2 partie d'un groupe de punk rock féministe formé en 2011, les Pussy Riot. Le groupe organise à Moscou des performances artistiques pour promouvoir les droits des femmes en Russie et en 2012 pour s'opposer à la campagne de Vladimir Poutine en vue de l'élection présidentielle. Qu'ont-elles fait au juste pour être emprisonnées? Nous sommes le 21 février 2012 et les Pussy Riot chantent une prière punk contre Poutine dans l'église du Christ Sauveur à Moscou. Des cagoules de couleur sur la tête avec une guitare et de la sonorisation, elles ont entonné une chanson, une sorte de prière intitulée « Marie, Mère de Dieu, chasse Poutine ». Les faits durent moins d'1 minute, 45 secondes à peine. Les 3 jeunes femmes seront arrêtées sans ménagement aucun. L'affaire Pussy Riot est classée au niveau importance particulière. Au procès, l'accusation requiert 3 ans d'emprisonnement. Le 17 août 2012, la justice russe tranche. Considérant la nature et le degré du danger posé par ce qui a été fait, la correction des accusés n'est possible que par une peine effective. 2 ans de privation de liberté dans une colonie pénitentiaire. Les Pussy Riot interjettent appel, et le 10 octobre 2012, la Cour d'appel de Moscou confirme la sentence pour Nadia et Masha et accorde un sursis à Ekaterina Samutsevich qui aurait moins participé aux faits. La Cour européenne des droits de l'homme est actuellement saisie pour violation de l'article 3 de la Convention qui prohibe la torture et les peines de traitement inhumain et dégradant, ainsi que pour violation de l'article 10 consacrant la liberté d'expression.
comment ne pas sentir, en filigrane de ce procès stalinien, le profond malaise causé aux autorités russes par les Pussy Riots? Ce que Nadia et Macha ont fait, c'est mettre le doigt sur certaines plaies de leur pays. L'omnipotence de Poutine, la connivence entre son système et la hiérarchie orthodoxe ou encore les droits des femmes. Elles n'ont peut-être pas mis de gants au moment de toucher les plaies. Elles ont sans doute tenté de crever des abcès à main nue. On peut à la limite détester le chant de ces sirènes. Mais le pouvoir russe ne peut, tels les marins d'Ulysse, se boucher les oreilles afin d'éviter le naufrage. Car ces femmes, poison pour certains, ont quelque chose à dire. Un message à délivrer, une indignation à chanter. Un État membre du Conseil de l'Europe, et la Russie l'est depuis la fin des années 90, doit admettre davantage que des idées inoffensives ou indifférentes. Dans son célèbre arrêt Handicide contre le Royaume-Uni, la Cour européenne a merveilleusement dit ceci. La liberté d'expression vaut aussi pour les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. Les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de société démocratique. Les Pussy Riots ont sans doute heurté. Elles ont sans doute choqué ou inquiété l'État russe ou une fraction de sa population. Elles ne méritaient pas pour autant l'envoi au goulag. C'est que le politique doit non seulement être le garant de la liberté d'expression, mais il doit également admettre d'être, un jour peut-être, la cible même d'une liberté qu'il garantit. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'elles disent, mais le pouvoir politique doit se battre jusqu'au bout pour qu'elles puissent le dire. Loin de scier la branche sur laquelle il est assis, le politique contribue ainsi à faire grandir le chêne du vivre ensemble. Et pourtant, alors que je pointe du doigt le politique, une lecture attentive de la condamnation des Pussy Riots révèle un grand absent. Vladimir Poutine. Car techniquement parlant, les trois chanteuses, la prévention mise à charge des chanteuses n'est pas un outrage à chef d'État ou de gouvernement, mais hooliganisme motivé par la haine religieuse. Nulle trace dans le libellé de ce chef d'accusation de problème politique. On déplace le débat. Quelle hypocrisie! Hooliganisme, infraction des plus vagues évoquant davantage un débordement sportif qu'un chant contestataire politico-artistique, motivé par la haine religieuse, mais la cible des chanteuses, ce ne sont pas les croyants, c'est Poutine. Marie, mère de Dieu, chasse Poutine. Le choix de la cathédrale avait pour unique but de dénoncer la connivence entre le pouvoir et la hiérarchie orthodoxe. En désaccord avec cette même hiérarchie, des prêtres ont courageusement rappelé les valeurs chrétiennes de la miséricorde et de l'amour. Et les trois jeunes femmes ont d'ailleurs présenté des excuses aux croyants, en précisant qu'elles n'avaient pas voulu les offenser. Eux, notre action était politique. Ceci n'est pas un plaidoyer de l'Ouest contre l'Est. Ceci est la plaidoirie d'un avocat qui dénonce une tentative de réduction au silence, une négation de la parole artistique, politique et citoyenne. Mon intention ici n'est pas d'accuser cette grande nation qui a enfanté de légendaires écrivains, compositeurs, scientifiques et sportifs de haut niveau. Je sais que ce peuple n'est pas réductible à la despotique oligarchie qui le gouverne. Je sais aussi que tout n'est pas parfait sous nos cieux et que les limites de la liberté d'expression posent parfois question dans les quotidiens de nos journaux, sur les planches de nos théâtres ou encore dans les studios de nos radios. Mais nul n'est ici condamné aux travaux forcés dans un camp, 2 ans durant, pour avoir chanté quelque chose, fût-ce de façon provocante, fût-ce contre le pouvoir politique. Le malaise politico-judiciaire russe est d'ailleurs énorme. Preuve, s'il en fallait encore, un événement rarissime dans la culture judiciaire survient le 11 octobre, au lendemain du prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de Moscou. Les juges d'appel donnent une conférence de presse pour défendre publiquement leurs décisions. Des juges qui donnent une conférence de presse pour défendre leurs décisions. Indiquant n'avoir subi aucune pression, le président Poutine avait pourtant déclaré à 2 jours de l'audience que la peine infligée en première instance était juste. Le président de chambre a déclaré aux médias que la Cour d'appel a estimé nécessaire de garder les chanteuses en détention. Je le cite. La Cour a considéré toutes les circonstances de l'affaire et le niveau de danger pour la société et a décidé que leur correction n'est possible qu'en les isolant. En les isolant.
c'est raté. C'est raté, mesdames, messieurs les juges de Russie, car le monde entier parle d'elle, car un avocat plaide pour elle à Caen devant plus d'1 millier de personnes à cette tribune de l'indignation plurielle. En répondant si mal au chant des sirènes, le navire des autorités russes s'est échoué. Face à lui, il n'y a pas un avocat, mais une armée de plaideurs, et une armée prestigieuse, car j'ai l'honneur de plaider cette cause avec des hommes et femmes politiques qui ont marqué la grande histoire. Aung San Suu Kyi, Lech Walesa, Mikhail Gorbatchev. Je plaide aujourd'hui avec des artistes internationaux de premier plan. Paul McCartney, Yoko Ono, Madonna, Peter Gabriel, Björk, Patti Smith, Sting, Bryan Adams, Franz Ferdinand, les Red Hot Chili Peppers, et j'en passe. Des acteurs comme John Malkovich et Danny DeVito, des hommes et femmes de l'Est comme Elfriede Jelinek, prix Nobel de littérature. Des organisations non gouvernementales telles Amnesty International, fières de se battre aux côtés de cette femme qu'elle a déclarée prisonnière de conscience. Mesdames, Messieurs les juges de Russie, vous avez réussi à mobiliser contre vous une armada toujours grossissante de plaideurs bruyants et infatigables. Vous avez surtout oublié ces mots de Solzhenitsyn. Quelqu'un que vous avez privé de tout n'est plus en votre pouvoir. Il est de nouveau entièrement libre. Madame le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, en ce dimanche 3 février 2013, j'en appelle à votre conscience et à votre sensibilité. Grossissons ensemble les rangs de cette armée non violente de plaideurs, mais avec un combat commun, la liberté.